Je reçois aujourd'hui Gonzague de Blinière, associé senior du fonds d'investissement Equistone Partner Europe et ancien président de l'AFIC, l'Association française des investisseurs pour la croissance. Nous allons parler avec lui du secteur du private equity en forte difficulté en ce moment en France et qui peine à lever des fonds et des conséquences sur le financement des PME. Bonjour Gonzague de Blinière. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors, pour être complet, vous êtes aussi vice-président de l'association Business Angel des Cités. Vous œuvrez donc pour des projets autour de projets dans les quartiers sensibles et puis président du réseau Entreprendre pour l'Île-de-France. Alors, je le disais, le private equity en forte difficulté en ce moment avec là aussi des levées de fonds de plus en plus dures à obtenir. Vous aviez fait un entretien à Bloomberg et c'est ça qui m'a décidé à vous inviter parce que je me suis dit que vous auriez des choses à nous dire. À l'automne dernier, vous évoquiez la possible mort du capital investissement en France. On sait que le capital investissement s'était beaucoup développé ces dernières années. Là, vous évoquez carrément sa mort possible. Vous n'allez pas un peu loin ? Alors, j'ai évoqué la possible mort du capital investissement. Vous savez, notre métier, c'est de lever de l'argent pour l'investir dans les PME qui ont besoin de projets, soit de transmission, soit de développement. Quand vous êtes dans un contexte où vous n'avez plus la possibilité de lever de l'argent, quand vous êtes dans un contexte où la fiscalité empêche les entrepreneurs de vendre leur entreprise ou d'ouvrir leur capital, quand vous êtes dans un contexte où la fiscalité met en cause des équipes dans le monde du private equity qui, à un moment, ont réfléchi à se déporter et à faire le métier à l'extérieur. C'est la mort d'un métier. Quand vous ne pouvez plus le faire en proximité à côté des entrepreneurs, quand vous n'avez plus la capacité de lever de l'argent, quand vous n'avez plus la capacité de dire quand vous allez lever de l'argent, soit en France, soit à l'étranger, notre fiscalité est une fiscalité certes un peu lourde, mais c'est le pays qui veut ça, mais elle est quand même raisonnable. C'est très difficile de faire ce métier. Alors, la situation, donc, si mauvaise que ça, avec des levées en berne, on a les chiffres de 2011 pour 6,4 milliards. Le premier semestre 2012, on n'a que 1,8 milliard. Et on s'attend à un second semestre pas très bon. On n'a pas encore les chiffres. Alors, vous l'expliquez sous l'angle de la fiscalité, d'une part, c'est ça, cette impossibilité à lever des fonds avec... alors, c'est vrai que, par exemple, les FCPI et puis les fonds de proximité ont été remis dans la niche, la décision du gouvernement, la fameuse niche des 10 000 euros. Est-ce que ça a joué, selon vous, et ça assèche le marché ? Je ne l'explique pas que sur le plan de la fiscalité. Je pense que la fiscalité a fait peur et a laissé des traces, une espèce de rémanence auprès des investisseurs en se disant ce pays, la fiscalité change tout le temps et on a eu quand même des hauts et des bas en termes de taux d'imposition qui étaient absolument exceptionnels et qui ont fait peur à tout le monde. Donc je crois que ce n'est pas ça qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est qu'au fond, on a eu le sentiment que les entrepreneurs en France n'étaient pas aimés. Alors qu'ils ne soient pas aimés par les Français, on peut le comprendre, mais qu'ils ne soient pas aimés par les pouvoirs publics, c'est pas normal. Moi, j'ai été frappé par une publicité qui a été faite au Québec, où le gouvernement québécois a décidé de pousser les entrepreneurs à créer des entreprises, et la pub payée par le gouvernement québécois, c'était « Entreprenez, le Québec vous admire ». Mais je reviens quand même sur cette question. Imaginez simplement en France un gouvernement qui fait la même chose. Donc les investisseurs, quand on allait lever de l'argent, nous pour Equistone, nous avons levé de l'argent. Les investisseurs nous posaient des millions de questions. Est-il possible de créer une boîte en France? Est-il possible de transmettre une boîte en France? Est-il possible de rester fiscalement en France? Donc il y a eu cette espèce de caractère anxiogène qui a duré un certain moment. Bon, maintenant les choses vont mieux, elles sont lourdes, mais c'est comme ça, il faut être citoyen. Alors je reviens quand même sur cette question de la fiscalité, notamment des fonds communs de placement de l'innovation qui ont très très bien marché à une époque, donc de les intégrer dans la niche des 10 000 euros. Je lisais les propos de Benoît Grossman, un de vos confrères chez Idinvest. Il disait que les 3/4 des entreprises françaises de croissance donc, ont pu être à un moment ou à un autre soutenues par ces mécanismes, donc par ces fonds communs de placement de l'innovation. Ça, aujourd'hui, c'est donc un gros frein, un gros handicap, le fait d'être intégré dans cette niche à seulement 10 000 euros, plafonné à 10 000 euros. Oui, il faut déplafonner la niche. Il faut déplacer l'épargne qui ne sert à rien sur un épargne qui investit auprès d'entrepreneurs. En plus, ce sont souvent des épargnes de proximité. Vous savez, à Paris, c'est assez anonyme. Moi, je m'occupe du réseau Entreprendre sur l'Île-de-France, vous l'avez dit, où je vois beaucoup d'entrepreneurs qui aident d'autres entrepreneurs. C'est relativement anonyme. Mais en province, vous avez la petite boîte du coin qui est connue de tout le monde. Et l'épargnant, si on lui propose, avec un déplafonnement un peu souple, d'investir dans la PME ou dans le FCPI qui va être géré par quelqu'un localement pour investir dans les PME, ça va aider le tissu industriel. Vous savez, la phrase est simple. Pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Donc si on ne soutient pas, si on ne donne pas les moyens aux employeurs de se créer avec des fonds propres, il n'y a plus de dette, il y a un crédit de crunch, ce qu'on appelle, il n'y a plus de crédit, il n'y a plus de bourse.
Les stars qui ont des idées magiques, qui peuvent être des futurs Microsoft, peut-être pas en France, mais ont plutôt tendance à se dire c'est peut-être à l'étranger que je pourrais mieux créer ma boîte. Donc tout ça est complexe. Donc des petits outils de base, les FIP, les FCPI, il faut les garder, il faut les déplafonner. La loi TEPA était une bonne idée de dire au lieu de payer votre ISF, vous pouvez une partie de votre ISF le mettre soit dans un outil spécialisé pour investir dans les PME, soit en direct dans les boîtes. Ça, il faut le garder, c'est fondamental. Il faut créer des entrepreneurs, c'était un peu la devise d'André Muliez, qui a fondé, donc le grand patron d'Auchan, qui a fondé le réseau Entreprendre, voilà, dans les années 70, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a aussi la conséquence du changement de la législation avec BAL 3 pour les banques, Solvabilité 2 pour les assureurs, qui donc rechignent à investir dans vos instruments parce que c'est considéré comme des capitaux à risque et donc ils ont besoin que ce soit équilibré par plus de fonds propres. Et on connaît leur quête de fonds propres aujourd'hui. Est-ce que ça vous impacte? Oui, ça nous impacte énormément. De même que les normes IFRS, de même que Solvency 2, de même que Solvency 3, tout ça, ça nous... Moi, je fais ce métier depuis 31 ans et à l'époque, quand il y a 30 ans, on levait un fonds, on allait voir les banques. On allait voir les grands groupes, on allait voir bien sûr la Caisse des dépôts, on allait voir les institutions, les mutuelles, les caisses de retraite. Et naturellement, elles investissaient une quote-part de 1 à 2% dans ce métier. Au fur et à mesure du temps, par la réglementation, elles ont investi de moins en moins. Elles sont sorties de ce métier-là. À un moment, Jacques Chirac, à l'époque, avait dit « Je veux que l'assurance vie investisse, draine une partie de son argent, au minimum 2 ou 3%, je ne me souviens plus, dans le private equity. Et si vous ne le faites pas, je vous taxe. » Ça avait eu un effet un peu positif, mais pas énorme. Là, on est dans une contrainte mondiale où, avec ces normes de solvabilité et de ratio de fonds propres, les banques ont un mal fou à investir dans ce genre d'outils. Ouais, et alors là, vous êtes quand même, on a quand même l'impression que vous êtes, il y a un double effet en quelque sorte, parce que donc ça veut dire que vous n'avez plus la profession, d'une façon générale, plus de carburant pour investir. 40% des sociétés d'investissement françaises disposent désormais de moins de 20% des fonds qu'elles gèrent pour investir dans de nouvelles entreprises. Donc ça veut dire qu'elles n'ont plus les réserves. Les réserves sont épuisées. Et ça, c'est très inquiétant parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'on constate ce phénomène en France. Alors, elles n'ont plus le carburant et en plus, elles vont chercher le carburant à l'étranger. Et c'est ça qui m'inquiète pour l'avenir. Vous savez, il y a 25 ans, le cumul des actifs gérés sous le capital investissement, le private equity, représentait 2 à 3% du cumul des capitalisations boursières mondiales. Oui. Aujourd'hui, c'est 30%. Oui. 30%. Mais tout ça, ça a été fait bien sûr par les LBO et les fonds d'investissement européens ou voire mondiaux qui ont été créés, mais aussi par des spécialistes qui sont des fonds de fonds qui sont logés un peu partout sur la planète. Alors bien sûr, issus du Middle East ou de Chine, mais ces investisseurs-là ne sont pas des investisseurs de proximité. Et moi, mon rêve et mon inquiétude, ce que n'ont pas fait les Allemands, c'est que nous soyons dépossédés de notre métier. Bien sûr, maintenant, par la fiscalité, le private equity restera en France. Mais il sera un peu dépossédé parce que les investisseurs des Keystone, nous avons 1 ou 2 investisseurs français. Tout le reste, c'est des investisseurs mondiaux, des fonds de fonds, des Qataris, des Chinois. Vous voyez, donc on va se faire déposséder de notre profession. Alors, déposséder et en même temps dépecer en quelque sorte. On connaît la mauvaise réputation du private equity, du moins qu'il a traîné pendant de nombreuses années. Au moins avec la proximité, quelque part, le fonds d'investissement, l'investisseur reste plusieurs années et accompagne le projet. Tandis qu'il y a aussi cette logique d'entrer avec un fort effet de levier et de sortir, quitte à dépecer l'entreprise par appartement. On a eu des cas célèbres, on se souvient. Alors, la mauvaise réputation, elle est à mon avis non fondée. Vous savez, il y a 2000 entreprises qui sont sous LBO. Vous savez, les fameux effets de rachat et effets de levier. Sur ces 2000 entreprises, il y en a à peine 2% qui ont eu des difficultés de dette. Et on a pu prouver, je crois que la FIC a sorti une étude en ce sens, que finalement la croissance et le nombre d'emplois créés dans les entreprises sous LBO est plus forte que dans les entreprises dans lesquelles il n'y a pas d'investisseurs. Bon. Le private equity a fait 2 erreurs. Une première de communication et une première de complicité. La première de communication, c'est que ce n'est pas à nous de communiquer. C'est aux entrepreneurs de communiquer en disant « moi, si j'ai réussi à grandir, si j'ai réussi à racheter mon entreprise, si j'ai réussi à faire… » Alors qu'avant, c'était vous qu'on mettiez effectivement en avant. Toujours, voilà. C'est à eux de parler pour nous en disant « voilà, j'ai réussi à le faire parce qu'il y a un fonds d'investissement à mon capital. » D'ailleurs, au moment où le PLF et les fameux pigeons ont un peu bougé, la FIC a fait une pub que j'ai trouvée extraordinaire où on avait fait une affiche dans laquelle il y avait près de 500 entrepreneurs qui disaient « nous soutenons le capital
capital investissement, nous en avons besoin, c'est fondamental. Mais ça, vous payez en quelque sorte, et c'est pour ça que vous étiez mis en avant, Gonzague de Blinière, les années folles du tout finance. Oui, alors ça, c'est les années folles, c'est la complicité. C'est-à-dire quand une banque d'affaires vous pousse à acheter, quand un banquier est prêt à prêter un effet de levier très élevé, quand vos investisseurs dans votre fonds ont besoin d'un TRI de 30%, quand vous sentez que finalement tout ça, ça se passe bien, vous continuez, vous êtes complice. Quand tout va bien, on a envie d'aller encore plus loin et donc on perd un petit peu raison et on a peut-être un peu perdu raison. Comment se refaire une virginité? Comment se refaire une virginité pour le secteur? Pour moi, se refaire une virginité, c'est retrouver un peu les métiers de base en laissant du temps au temps, en démontrant que finalement le monde du private equity est un monde absolument nécessaire dans une économie moderne. Il n'y a plus de bourse. Il n'y a plus de bourse. La bourse n'est plus là pour financer les PME. Le crédit est extrêmement difficile en accès pour les PME. Donc il faut absolument que les fonds d'investissement puissent investir en prenant du temps, en ayant des effets. Vous savez, le marché s'autorégule. On pouvait emprunter il y a quelques temps peut-être 8, 9 fois le résultat d'exploitation. Aujourd'hui, au-delà de 4 fois, ce n'est pas raisonnable. Bon, donc la régulation se fait d'elle-même. Donc, premièrement, faire parler les managers qui réussissent grâce aux fonds et avec les fonds d'investissement. Et deuxièmement, se réapproprier ce métier, qui est un magnifique métier, qui devrait être un métier avec des investisseurs français. Alors, vous le disiez, selon vous, et c'est une étude de l'AFIC, effectivement, 76 000 emplois ont été créés grâce au capital investissement en France. Et ce qui est intéressant aussi, moi j'ai lu une étude d'Ernst & Young qui explique que le private equity offrirait une productivité 2 fois plus importante que dans les entreprises cotées. Mais ça, c'est aussi parce que vous avez des exigences. Et on retrouve un peu notre problématique de départ. C'est que les boîtes, quelque part, sont pressées, non? 2 cas. Capital développement, donc on met des fonds propres pour financer un projet, ça c'est assez facile puisque le projet est là, donc il suffit de mettre de l'argent, donc il y a de la croissance, donc il y a des emplois créés. Deuxième cas, capital transmission. Quand il y a un capital transmission, le fonds d'investissement fait 2 choses. Premièrement, il dit je vais racheter les actions de l'ancien propriétaire et deuxièmement, je vais financer le plan de développement que vous, manager ou équipe de managers, vous me proposez pour aller d'un point A à un point B. Et c'est là où on retrouve ces efforts de productivité. Et comme l'effet de levier est une quote-part relativement minime de notre rentabilité. La grosse quote-part de notre rentabilité, c'est la création de valeur. Donc nous sommes obligés, pendant le temps où nous sommes actionnaires dans l'entreprise, de financer la création de valeur. Quand en plus, et ça c'est vertueux, on fait partager l'ensemble des cadres et l'ensemble des salariés, qu'on va assez profond dans le tissu social de l'entreprise, tout le monde s'y retrouve, tout le monde y est motivé. Alors est-ce que vous êtes inquiet, et j'imagine que oui, si je comprends bien votre raisonnement, pour le financement des startups, pour lever leur fonds de financement? Je lisais, il y a plusieurs indicateurs, celui de Chausson Finance, par exemple, qui évoque un recul de 15% là, sur le dernier trimestre 2004, un autre qui parle même de 30% en moins pour les business angels, inquiets, et c'est la conséquence, ça, du durcissement de la fiscalité avec le mouvement des pigeons tel qu'on l'a vu. C'est une double conséquence. Ouais. C'est une conséquence de durcissement des fiscalités et aussi durcissement, enfin, difficulté à lever des fonds pour financer des startups, mais aussi il y a plus de candidats. C'est-à-dire que non seulement, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif, mais comment fait-on? On a moins d'argent à mettre sur les startups et on a plus de candidats. Comment fait-on? Donc, je pense que la création d'entreprises en France, la France était un pays relativement leader dans le monde de la création d'entreprises, et c'est quand même dommage de voir que finalement, l'investisseur, le créateur d'entreprise qui cherche, 200, 300 000 euros, il le trouve, Friends and Family. Quand il va au-delà de 500 000 euros, ça devient un peu plus compliqué. Mais l'investisseur, le créateur d'entreprise qui a un projet qui demande plus d'1 million d'euros, là, il a très très peu de fonds qui investissent à ses côtés. Et il en faut plus. Et pour en avoir plus, il faut collecter de l'épargne. Et pour collecter de l'épargne, il faut collecter de l'épargne long. Et ça, j'espère que les pouvoirs publics vont s'y mettre. Alors justement, on attend le rapport de Karine Berger qui viendra sur Xerfi Canal dans quelques semaines nous en parler. Le rendez-vous est pris. Qu'est-ce que vous attendez donc de son rapport sur l'épargne longue ? Et est-ce que vous pensez que ce sera suivi d'effet, notamment donc par le gouvernement, par Bercy? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce qui peut en sortir selon vous? On parlait d'un PEA gonflé, par exemple, et avec un PEA drivé sur les PME, par exemple. Alors, moi, je pense que alors, le mot niche fiscale est à exclure, parce qu'à chaque fois, on va retomber dans le drame permanent de niche fiscale. Et dans la querelle politique. Tout outil fiscal qui pousse les investisseurs à investir au sein des créations d'entreprises est à mon avis une bonne chose. La deuxième chose, c'est que je pense que, et Fleur Pellerin à mon avis a bien entendu la chose, c'est que de l'argent non accompagné, c'est de l'argent perdu.
Le réseau Entreprendre, la magie du réseau Entreprendre, c'est que quand on prête 50 000 € à un créateur d'entreprise, il a 2 ans d'accompagnement tous les mois par un chef d'entreprise. Et donc, il y a 90% du prêt qui est remboursé au bout de 5 ans. Les fonds d'investissement, les FIP, les FCPI, ce sont des équipes qui deviennent de plus en plus professionnelles. Elles l'étaient peut-être moins il y a 10 ans, au moment où ça a été créé, mais elles deviennent de plus en plus professionnelles et elles accompagnent leurs entrepreneurs. Donc, l'argent non accompagné, c'est de l'argent, à mon avis, beaucoup plus risqué. Deuxième chose, c'est qu'on a énormément de seniors, soit encore en activité, soit tout juste en rupture d'activité, qui ont envie d'aider des créateurs d'entreprise. Et il faut pousser ces créateurs d'entreprise à venir chercher des parrains. Mais je reviens à ma question, Gonzague de Blinière. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce rapport ou est-ce qu'il risque d'être enterré? La profession est en attente, la vôtre, celle de l'assurance vie, bien évidemment, concernée elle aussi au premier plan. On a l'impression que le gouvernement Hollande a un peu viré sa cutie quand même sur cette problématique de l'entrepreneuriat et de son financement à travers ce carburant qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de positif? Et je pense là encore une fois au PEA, concernant donc ce rapport sur l'épargne longue. Le très profond et très loin, c'est-à-dire BAL 2, Solvency 2, qui va gêner tout ça, j'en attends pas grand-chose, ça va être long, etc. Ouais. Bruxelles, j'en attends pas grand-chose, ils vont nous mettre des bâtons dans les roues, ça c'est évident. Mais le simple PEA, le simple FCPI, le simple FIP, qui sont des outils fiscaux, il faut le déplafonner, il faut laisser plus d'argent collecté et il faut que l'entrepreneur puisse mettre ses titres dans son PEA, mais dans un esprit création d'entreprise et transmission d'entreprise, pas dans un esprit avantage fiscal. Vous voyez, à partir du moment où le FIP, le FCPI et le PEA sont considérés comme des outils qui aident à la création d'entreprise, là on aura à gagner. Donc on le déplafonne, on ne le limite pas et surtout on l'ouvre à pas forcément le business angel, on l'ouvre aussi aux créateurs d'entreprise. Qu'est-ce que vous attendez des assises de l'entrepreneuriat? Vous pensez que là aussi il peut en sortir quelque chose? Vous avez vu que Fleur Pellerin estime qu'il faut être peut-être plus souple sur la question de la fiscalité des entrepreneurs. Alors, on peut en attendre quelque chose. Et puis, est-ce que vous croyez à la promesse du gouvernement de geler, en quelque sorte, aujourd'hui, le maquis fiscal pour qu'on ait une certaine stabilité, du moins sur 5 ans, sur ce genre d'instrument? Vous y croyez? Alors, bon, d'abord, le fait de réfléchir ensemble avec toutes les parties prenantes, c'est quand même une bonne idée. Ça, je ne peux pas le nier. Le réseau Entreprendre, d'ailleurs, est très présent dans cette opération. Moi, je crois 2 choses. Premièrement, la stabilité fiscale, c'est fondamental. Quand vous créez votre entreprise, vous avez l'idée de créer votre entreprise. Aujourd'hui, 6 mois après, au moment où vous commencez à la créer, la fiscalité a déjà changé. C'est juste pas possible. Quand vous êtes entrepreneur et que vous créez votre entreprise, vous le faites dans un contexte, il faut qu'il y ait une stabilité fiscale. Deuxième chose, c'est sur l'accompagnement. Et encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure est fondamental. Et d'ailleurs, il y a un groupe de travail sur l'accompagnement sur lequel Réseau Entreprendre a beaucoup travaillé. L'accompagnement est fondamental. En Allemagne, quand vous créez votre entreprise, si vous n'avez pas coché la case administrateur, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, alors que vous êtes un simple créateur, 1 ou 2 administrateurs seniors, vous n'ouvrez pas votre compte dans la banque. Donc c'est dans les gènes. Un créateur d'entreprise en France, il n'a absolument pas le réflexe de mettre un senior à son conseil d'administration ou à son comité stratégique, peu importe comment il l'appelle. Donc l'accompagnement est fondamental. Alors Gonzague de Blinière, est-ce que vous croyez à un retour de la bourse quand même? La bourse, vous le disiez, qui ne joue plus son rôle d'apporteur d'argent frais. Là aussi, je regardais les chiffres, seulement 13 introductions sur Euronext et Alternext l'an passé, pour un montant incroyablement faible, 260 millions d'euros. Et les sociétés cotées ont seulement fait 9 milliards d'augmentation de capital, à comparer à tout ce qui sort en dividendes, 40 milliards d'euros encore cette année. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir inverser la tendance dans les années futures avec le retour vers des actifs plus risqués? Je suis très sceptique. Oui. Je suis très sceptique parce que sur la bourse, il y a 2 phénomènes. Premièrement, d'abord, le private equity représente maintenant 30% des capitalisations boursières. Ça veut dire que les entrepreneurs qui pouvaient aller chercher de l'argent en bourse, ils se disent, mais pourquoi aller chercher en bourse? Autant aller chercher chez les fonds d'investisseurs, fonds d'investissement. Premièrement. Deuxièmement, les actionnaires en bourse, c'est plus vous, c'est plus moi. Ce sont des spécialistes, ce sont des fonds. Donc finalement, la bourse, là aussi, a été dépossédée du grand public. Et ça, c'est quand même dramatique, parce que la belle histoire dans les années 80, c'était une banque ou un fonds d'investissement était actionnaire minoritaire d'une entreprise, l'aidait à financer son projet, l'éduquait sur la manière dont il fallait parler, être transparent sur ses chiffres. Et l'idée, c'était d'entrer à la bourse. Et rentrer en bourse doucement et avoir un grand public
que l'on motive, que l'on... Oui, mais là, on sait aussi qu'il y a tout un écosystème à recréer, parce qu'on est effectivement dans la méfiance totale aujourd'hui. Est-ce que vous attendez, par exemple, beaucoup de la bourse de l'entreprise qui va être lancée par Euronext, avec les analystes, les banquiers, les opérateurs qui soient dans une logique plus favorable et qui favorise le retour à la bourse? Bien sûr, j'ai envie d'y croire, mais vous savez, moi, quand j'étais président de la FIC, j'ai fait, comme tous les autres présidents, on a tout essayé pour rapprocher la bourse du private equity. C'est impossible. C'est impossible. Il y a quelques réglementations qui sont extrêmement pénibles pour les fonds d'investissement, ce qu'on appelle les lock-ups, vous n'avez pas le droit de vendre vos actions avant 12 mois, enfin un tas de choses comme ça. Et puis les analystes financiers en France ont une approche complètement différente des fonds de private equity et se disent, dès le départ, si un fonds d'investissement veut mettre sa boîte en bourse, c'est qu'il veut sortir et qu'il veut faire sa plus-value. C'est pas vrai. En Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, ça paraît complètement naturel, et même les boursiers vont chercher les entreprises en faisant un démarchage, en disant, puisque vous avez un fonds d'investissement, vous êtes peut-être un excellent candidat pour aller en bourse. Vous voyez, c'est une démarche différente. Je vous observe, j'ai l'impression que vous êtes un peu pessimiste et que vous attendez quand même pas grand-chose de l'avenir. Est-ce que la roue pourrait tourner avec, encore une fois, le retour vers le risque, le retour vers l'Europe, si l'Europe se restructure? Juste pour vous redonner un peu le moral, là, je regardais cette étude qui vient de paraître, menée par Duff & Phelps, auprès d'investisseurs de 100 fonds en Europe et aux États-Unis. Ils estiment quand même que les opérations réalisées, donc en private equity, ont dépassé leurs attentes et qu'ils ont l'intention d'investir plus quand même à l'avenir. Moi, sur le capital investissement, je suis très optimiste parce que d'abord, on a retrouvé un peu raison. Ensuite, je pense que les pouvoirs publics qui ont regardé d'un mauvais œil ce métier, finalement, se rendent compte que c'est un métier nécessaire pour financer une économie moderne. Et puis, on a quand même des grands professionnels qui savent faire ce métier. Là où je suis plus sceptique, c'est que, encore une fois, je vous le répète, je ne voudrais pas qu'on soit dépossédé de ce métier. Et donc, pour moi, un grand pays qui a tous ses outils pour l'entrepreneuriat et pour les ETI et pour les PME et pour, à la limite, les grands groupes, c'est un pays qui a ses propres moyens de financement pour financer ses PME. En France, c'est extrêmement difficile de lever de l'argent. Donc, il faut que les pouvoirs publics tapent fort et taxent ceux qui veulent, à la limite, ne pas déporter un petit pourcentage de leur argent qui dort pour rien dans le private equity. On va conclure, ça pourrait se traduire par de fortes restructurations dans le métier. C'est vrai que le private equity était le 3e au monde et aujourd'hui est dépassé par l'Allemagne. Qui aurait cru que l'Allemagne dépasserait la France sur ce métier? Ça voudrait dire des restructurations et là aussi une industrie qui va donc souffrir. Et pourtant, vous le disiez, ce sont souvent des équipes de qualité. Je ne pense pas qu'il y ait des... Bon, il y a des équipes qui vont certainement peut-être disparaître d'elles-mêmes, parce que vous savez, la grande sanction d'une équipe, c'est pas forcément son TRI, c'est surtout le fait de sa capacité à lever de l'argent. Si vous ne pouvez plus lever de l'argent, c'est que vous n'avez plus de carburant, c'est que vous êtes mort. Non, moi, ce que je voudrais éviter, c'est encore une fois des équipes on a besoin d'équipes franco-françaises. On a besoin d'équipes franco-françaises. Et ça, je pense que... J'espère que les pouvoirs publics vont nous aider à le faire, et en tout cas, sur le capital d'investissement français, je suis assez confiant quand même sur l'avenir. Bon, le message est passé, le message est retenu. Merci d'avoir été notre invité sur Xerfi Canal, Gonzague de Blinière. Merci.